Je m'appelle Véronice, mais tout le monde m'appelle Vera depuis toujours. Aujourd'hui, j'ai 84 ans, et quand j'y repense, j'ai l'impression que c'était hier que j'étais cette jeune fille de 17 ans rêvant de mon mariage. À cette époque, dans l'intérieur de la Colombie, se marier jeune était le destin de presque toutes les filles. Mes camarades de classe ont disparu les unes après les autres, troquant leurs cahiers contre des pots et des couches, et j'avais hâte d'être l'une d'elles. Clemente est entrée dans ma vie lorsque mon père s'est cassé la jambe et a eu besoin d'un menuisier pour fabriquer des béquilles spéciales. Il avait 22 ans. Il était menuisier et le fils de Don Geraldo, propriétaire du magasin du village. Il a passé 3 jours à venir chez nous, mesurant, ajustant et discutant avec mon père pendant qu'il travaillait. Je l'observais depuis la cuisine, faisant semblant d'aider ma mère. Il était grand, avec ses cheveux noirs coiffés de paillettes, et une éthique de travail acharnée qui me faisait soupirer. Mon père, José Antonio, n'était pas très content de constater mon intérêt. Il disait que j'étais trop jeune pour avoir un petit ami, mais ma mère, Dolores, l'a convaincu que Clemente était un père de famille et qu'il serait un bon parti. Nous nous fréquentions comme il était d'usage à l'époque, assis dans le salon avec mes parents et mes 4 frères toujours à proximité, observant chacun de mes soupirs. Le dimanche après la messe, il m'accompagnait sur la place, toujours bras dessus bras dessous, jamais main dans la main. Je gardais les lettres qu'il m'envoyait sous mon matelas, enveloppées dans un ruban bleu que j'avais reçu pour mes 15 ans. Clemente m'a dit que lorsque nous serions mariés, il nous construirait une petite maison, petite mais bien rangée. J'imaginais les rideaux qu'il coudrait, le jardin qu'il planterait et les enfants que nous aurions. Nos fiançailles furent brèves, 6 mois seulement. Je me souviens que ma mère cousait ma robe blanche, simple, mais brodée avec délicatesse, soir après soir. Mes jeunes sœurs essayaient le voile en cachette, rêvant de leur propre jour. J'avais du mal à dormir en pensant à la nouvelle vie qui allait commencer. Une semaine avant le mariage, la mauvaise nouvelle est tombée. Nous étions en train de dîner lorsque Clemente est arrivé, ce qui n'était pas son tour. Il avait l'air nerveux, tournant son chapeau dans ses mains. Il nous a informé que son père avait dit qu'il était inutile de dépenser de l'argent pour un loyer avec autant d'espace dans sa maison, et que nous vivrions donc chez eux après le mariage. J'ai eu un pincement au cœur. Au fond, j'aurais dû le savoir. Presque tous les jeunes mariés ont commencé comme ça. Mais je m'étais accrochée à cette promesse d'une petite maison pour nous seuls. Plus tard, alors que nous étions seuls un moment sur le porche, Clemente m'a assuré que ce ne serait que pour un temps, que bientôt il économiserait de l'argent et construirait notre maison. Inutile de dire que je l'ai cru. Quand on a 17 ans et qu'on est amoureux, on croit tout. Le mariage a eu lieu à l'église du village, suivi d'un repas de riz et d'une fête à la salle paroissiale. C'était magnifique, tout le monde l'a dit. J'étais tellement nerveuse que je m'en souviens à peine. Je ne me souviens que de l'odeur forte des fleurs, du poids de l'alliance à mon doigt et des pleurs de ma mère quand elle m'a serré dans ses bras. Après la fête, nous sommes partis en lune de miel. Don Geraldo avait un beau-frère qui possédait une petite maison dans les montagnes, près d'une cascade, et il nous l'a prêtée pour 3 jours. Seigneur, quel jour était-il? Pour la première fois, nous étions vraiment seuls, sans surveillance, sans emploi du temps à respecter. Notre première nuit ensemble fut une nuit de découverte, et bien sûr, de beaucoup de gêne, ayant grandi comme je l'étais, ignorant presque tout ce qui se passe entre un homme et une femme. Le peu que je savais venait de ce que je voyais chez mes amis à l'école. Je tremblais comme une feuille au vent lorsque Clemente me toucha pour la première fois, mais il était doux, patient, et petit à petit mon corps apprit son langage. L'odeur du bois dans la cabane, le bruit de l'eau qui coulait dehors et la chaleur de cette étreinte apparemment sans fin restèrent gravés à jamais dans ma mémoire. Nous avons passé ces journées comme si le monde s'était arrêté juste pour nous. Nous nous baignions dans la cascade quand personne n'était là avec lui, me portant dans ses bras jusqu'aux rochers les plus profonds. Nous mangions des fruits fraîchement cueillis assis sur la véranda, observant les oiseaux. Le soir, la lueur des bougies illuminant son visage, Clemente me racontait ses projets, ses rêves et me parlait de la maison que nous aurions un jour pour nous seuls. Et j'ai cru chaque mot, folle de passion. Il était difficile de revenir à la réalité après ces 3 jours de paradis. Nous sommes arrivés chez ses parents en fin d'après-midi, un dimanche. La maison était grande, de ces maisons à l'ancienne, avec un long couloir et de nombreuses pièces. Juste à l'entrée, un jasmin embaumait l'air. C'était une maison respectable, comme disait Doña Candida, ma belle-mère. Elle m'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle avait 49 ans, des cheveux gris toujours attachés en un chignon serré, et une posture si droite qu'on aurait dit qu'elle avait avalé un manche à balai. Don Geraldo était plus âgé, 62 ans, avec un ventre rond et un rire vif,
Le genre de personne qui aime raconter des histoires après le déjeuner. Doña Candida m'a accueilli chez elle, soulignant le nôtre, d'une manière qui n'est pas passée inaperçue. Carmina, la sœur de Clemente, une jeune fille de 18 ans, du même âge que moi, mais avec le visage d'une adulte déjà née, m'a à peine regardé de la tête aux pieds et m'a murmuré un bonjour timide. Je me suis immédiatement senti l'allié d'une mère. Cette première nuit chez les beaux-parents, allongée dans le lit double aux draps amidonnés qui me grattait la peau, j'ai ressenti le contraste total avec la liberté des jours précédents. Le tic-tac de l'horloge ancienne du salon, le plancher qui grinçait par endroits et les voix étouffées provenant des autres pièces. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais ce n'était plus pareil. J'avais du mal à soupirer, gêné que quelqu'un nous entende. Clemente s'est endormie rapidement, fatiguée par le voyage et peut-être soulagée d'être de retour dans son nid familier. Je suis restée éveillée pendant des heures, comparant ces murs étranges à la petite maison de montagne, la gorge nouée et une certitude grandissante. Ce n'était pas chez moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la forte odeur du café fraîchement moulu. Différente de celle de ma mère, plus amère, presque brûlée. Ce serait le premier d'une longue série de séparations. Je m'habillai rapidement, soucieuse de ne pas me laisser aller. Arrivée à la cuisine, Doña Candida portait déjà un tablier, surveillant les casseroles comme un général. Elle m'accueillit avec la même froideur, m'informant que chez elle, le petit déjeuner était servi à 6 heures précises, car Clemente devait être au travail à 7 heures et aimait repartir rassasiée. Ce fut le premier d'une longue série de bruits que j'entendrais dans la maison par la suite, chacun me rappelant que j'étais l'étrangère, l'intrus, celle qui devait s'adapter. Les jours suivants furent une épreuve de patience et de force que moi, une jeune fille de 17 ans, je ne savais même pas que j'avais en moi. La maison de Doña Candida était comme une horloge suisse. Tout fonctionnait à son rythme, mais c'était son rythme, pas le mien. J'ai vite appris que le linge blanc devait être bouilli le lundi, les couleurs lavées le mardi, le parquet ciré le mercredi, les placards rangés le jeudi, le marché le vendredi et le gâteau du dimanche cuit le samedi. Tout changement dans cet ordre était perçu comme un affront aux traditions familiales. Parfois, je regardais Clemente, espérant qu'il dirait quelque chose ou qu'il me défendrait, mais il baissait toujours les yeux, faisait semblant de ne pas avoir entendu ou partait simplement travailler. Au début, cela me blessait. Plus tard, j'ai compris qu'il avait grandi ainsi, écoutant les ordres de sa mère sans poser de questions. Il lui était plus facile d'ignorer ce qui se passait entre nous que d'affronter la femme qui lui donnait des ordres. Tout cela depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait. Carmina ne l'aidait en rien. Il semblait prendre plaisir à me voir commettre des erreurs, à signaler à sa mère quand je dérogeais aux usages de la maison. Comme deux poules dans le même poulailler, nous nous donnions constamment des coups de bec pour avoir de l'espace et de l'attention. Les nuits étaient les moments les plus difficiles. Le jour, les tâches ménagères me tenaient occupée, même sous la surveillance constante de ma belle-mère. Mais quand le soleil se couchait et que tout le monde allait se coucher, je m'allongeais dans ce lit étrange et les larmes coulaient sans permission. Je pleurais doucement, le visage tourné vers le mur pour que Clemente ne me voie pas. Il s'endormait toujours vite après nous, tandis que je restais éveillée à penser à la maison, aux genoux de ma mère, à la liberté que j'avais mais que je ne savais même pas apprécier. J'ai écrit de nombreuses lettres à ma mère pendant cette période, des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai couché sur papier tout ce que je ne pouvais pas dire à voix haute, toutes les petites humiliations, la solitude, la peur de ne jamais m'adapter. Puis je les ai déchirées en petits morceaux et je les ai jetés. J'avais honte que quelqu'un découvre que le mariage n'était pas le conte de fées que j'avais imaginé. À la fin de la première semaine, j'ai décidé de préparer quelque chose de spécial pour le dîner. Ma mère m'avait appris à préparer un poulet de campagne au gombo et au maïs, un délice à s'en lécher les doigts. Je pensais que ce serait une façon de montrer ma valeur, de gagner un peu de respect dans cette maison. J'ai passé toute la journée à tout préparer avec amour pendant que Doña Candida était chez sa camarade. Quand elle est revenue et a senti l'odeur de la cuisine, c'était comme si un ouragan avait soufflé à travers la porte. Elle s'est plainte d'utiliser ses poulets et de gaspiller le gombo, que sa maison gardait pour le déjeuner du dimanche. J'ai essayé d'expliquer que je voulais simplement faire quelque chose de différent, mais ma voix s'est affaiblie devant la femme qui s'énervait devant moi. Elle m'a reproché, disant que je cuisinais pour cette famille depuis 30 ans, et maintenant une petite fille à peine sortie des couches venait manifester son dégoût et préparer à manger. C'est à ce moment-là que Don Geraldo, qui se tenait toujours à l'écart de nos disputes, a surpris tout le monde en demandant à sa femme de me laisser cuisiner, en faisant remarquer que l'odeur lui donnait faim. Doña Candida a regardé son mari comme s'il lui avait poussé une deuxième tête.
Un instant, j'ai cru qu'elle allait exploser, mais ensuite, dans un geste qui m'a laissé plus effrayée que soulagée, elle a simplement enlevé son tablier, l'a jeté sur la table et a dit que c'était bien, qu'on verrait bien si on préférait ma cuisine à la sienne, et qu'elle ne cuisinerait pas ce jour-là. Elle a quitté la cuisine avec la dignité d'une reine détrônée. Le dîner fut silencieux et tendu. Clemente mangea sans lever les yeux de son assiette. Carmina piquait à peine sa fourchette. Le pauvre don Geraldo essaya de détendre l'atmosphère en complimentant chaque bouchée, disant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas mangé un poulet aussi tendre. Mais le silence de Doña Candida, assise en bout de table sans toucher à la nourriture, pesa plus que tous les mots. Ce soir-là, alors que je faisais la vaisselle seule, je compris quelque chose d'important. Cette maison avait des règles qui me précédaient, et chaque changement serait une bataille. La question était de savoir quelle bataille valait la peine d'être menée. Quand j'eus fini dans la cuisine, je trouvai Clemente sur le porche en train de fumer une cigarette. Il était rare de le voir fumer. Il ne le faisait que lorsqu'il était nerveux. Je m'excusai pour le dîner, sans savoir exactement de quoi je m'excusais. Il resta silencieux un moment, puis éteignit sa cigarette et me prit la main, ce qu'il faisait rarement chez ses parents. Il m'a dit que la nourriture était bonne, très bonne, mais que j'avais besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient là-bas. Je lui ai demandé comment les choses fonctionnaient, en essayant de ne pas laisser l'amertume s'infiltrer dans ma voix. Il a répondu que sa mère avait l'habitude de tout faire à sa façon, qu'elle avait créé cette maison, les avait élevés, et que ce n'était pas facile pour elle de partager cet espace. Je lui ai répondu, surprise par ma propre audace, que ce n'était pas facile pour moi non plus de me sentir étrangère tous les jours. Il a serré ma main plus fort et a levé les yeux vers le ciel étoilé, m'assurant que les choses s'amélioreraient, qu'il fallait laisser le temps faire, qu'un jour nous aurions notre maison à notre façon. Il l'a promis. Je voulais y croire. Dieu sait combien je la désirais, mais quelque chose en moi me disait que cette promesse était comme un horizon. Il semblait toujours à portée de main, mais quand on marchait dans sa direction, il s'éloignait tout autant. Le lendemain matin, je me suis levée plus tôt que tout le monde. J'ai préparé le café comme Doña Candida l'aimait, fraîchement moulu, très fort. J'ai mis la table avec le pain restant de la veille, finement tranché comme elle en avait l'habitude. Quand elle est entrée dans la cuisine et a vu que tout était prêt, elle s'est arrêtée un instant, me regardant comme si j'évaluais un morceau de tissu à acheter. Je l'ai saluée d'un air décontracté, lui disant que j'avais préparé du café. Elle a examiné la table, a pris une tasse, a goûté le café, puis, sans sourire, mais aussi sans l'hostilité de la veille, a simplement dit que le café était bon, mais que la prochaine fois, je devrais utiliser moins de poudre, pour en utiliser moins et aller plus loin. Ce n'était ni un compliment ni une acceptation totale, mais c'était un début. Et à cet instant, j'ai su que j'y survivrais. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas joli, mais je trouverais une solution. Après presque un mois passé chez mes beaux-parents, ma famille est enfin venue me rendre visite. C'était dimanche, le jour où Doña Candida autorisait les visites après la messe. Je me souviens avoir vu mes parents remonter l'allée du jardin, suivis de mes jeunes frères et sœurs. Mon cœur a failli bondir de nostalgie. Ma mère apporta un gâteau de maïs, affirmant que c'était la recette de sa mère. Doña Candida accepta le cadeau avec ce même sourire réservé qu'elle affichait pour tout, commentant que c'était très gentil de la part de Doña Dolores et que chez elle, on le préparait à l'anis, mais qu'il essayerait à leur façon. Mon père, homme peu bavard, serra la main de don Geraldo, et bientôt, tous deux étaient assis sur la véranda à discuter du temps et des récoltes. Mes frères étaient timides au début, comme s'ils ne savaient pas où ils se trouvaient dans ce foyer formel. Carmina se montra étonnamment gentille avec eux, peut-être parce qu'ils étaient plus jeunes, peut-être parce qu'ils ne représentaient pas une menace pour son territoire. Je ne sais pas. Je les regardais montrer le jardin à ma petite sœur. Le plus dur, c'était quand ma mère m'a emmenée dans un coin et m'a demandé doucement si tout allait bien, si j'étais heureuse. J'aurais tellement voulu lui dire la vérité, lui raconter les nuits où j'avais pleuré, les critiques incessantes, la solitude, mais je la regardais et je n'en avais pas le courage. De quel droit avais-je à lui faire porter mon chagrin, qui pesait déjà lourd? Je lui ai dit que je m'adaptais, que Clemente était bon pour moi. Ce n'était pas un mensonge. Il était bon à sa manière, juste pas assez fort pour me protéger de sa mère, mais je ne voulais pas le lui dire. Ma mère m'a assuré que si j'avais besoin de quoi que ce soit, elle n'aurait qu'à m'envoyer un message, que la maison de ma mère serait toujours ouverte. Ces mots, savoir que j'avais un endroit où retourner si tout allait mal, m'ont donné plus de force qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le reste de la visite est passé trop vite. Je sais que ma mère a senti des choses que je n'ai pas dites. Les mères ont ce don. J'ai lu dans ses yeux,
lorsqu'elle m'a dit au revoir, qu'elle était inquiète. Mais j'ai aussi vu de la fierté, car à cette époque, les femmes mariées devaient faire avec. C'était comme ça. La séparation était un mot tabou, qu'on ne prononçait pas dans les familles respectables. Lorsqu'ils sont partis, je suis restée sur le seuil, les regardant jusqu'à ce que le dernier adieu disparaisse au détour de la rue. J'ai senti une présence derrière moi et je me suis retournée, espérant apercevoir Clemente. C'était Doña Candida, qui a dit que ma mère avait l'air d'être une bonne personne. J'ai acquiescé. Puis elle a ajouté que le gâteau était bon, différent, mais bon. C'était presque un miracle d'entendre cela. L'espace d'un instant, un seul, bref instant, j'ai eu l'impression qu'un jour, peut-être, une entente pourrait naître entre nous. C'est peu après notre 4e mois de mariage que j'ai commencé à avoir des soupçons. Mes règles, qui arrivaient toujours ponctuellement comme le paiement de l'épicerie de Don Geraldo, n'étaient pas apparues. Au début, j'ai cru que c'était la nervosité de l'adaptation, les nuits où je n'avais pas bien dormi, le mal du pays. Mais quand j'ai eu 6 semaines de retard et que les nausées ont commencé à me réveiller chaque matin, impossible d'échapper à la vérité. J'attendais un enfant. À cette époque, être enceinte était à la fois une bénédiction et un fardeau. Une bénédiction, car on attendait des enfants de toute femme mariée. C'était presque une obligation, la preuve que le mariage fonctionnait. Un fardeau, car on devenait une sorte de territoire public où chacun pensait pouvoir donner son avis, toucher et donner son avis. J'ai d'abord raconté à Clemente un soir où il était rentré plus tôt de la menuiserie. Il est resté planté là, à me fixer pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il a esquissé un sourire si grand qu'il a illuminé toute la pièce. Il m'a demandé si j'étais sûre, et je lui ai répondu que oui. C'était le 2e mois que je n'étais pas rentrée et que j'avais la nausée. Il s'est agenouillé devant moi et a posé sa tête sur mon ventre. Toujours aussi lisse. J'ai senti ses larmes mouiller ma robe, et pendant cette heure, l'espace d'un instant, j'ai pensé que tout irait bien, que le bébé viendrait nous unir d'une manière que même Doña Candida ne pourrait séparer. Nous avons convenu d'annoncer la nouvelle à ses parents au dîner. Clemente pensait que je devais lui annoncer la nouvelle, que c'était mon droit, mais j'étais trop nerveuse et je lui ai demandé de lui parler. Ce fut l'un des rares moments où j'ai vu Clemente regarder sa mère en face, les yeux brillants d'un bonheur que même elle ne pouvait atténuer. Il m'a annoncé que j'attendais un enfant, que nous aurions un bébé. Don Geraldo est venu me serrer dans ses bras, les yeux humides comme ceux de son fils. Carmina a poussé un petit cri d'excitation. La perspective de devenir tante semblait l'avoir quelque peu attendrie, mais c'est la réaction de Doña Candida qui reste gravée dans ma mémoire. Elle ne sourit pas, ne me serra pas dans ses bras, se redressa simplement sur sa chaise, ajusta la serviette sur ses genoux et dit de cette voix qui ne supportait aucune réponse. Il était temps, maintenant, de bien prendre soin de cette grossesse, que les filles d'aujourd'hui ne savent pas ce que signifie porter un enfant correctement. Et ainsi commença le siège. D'un instant à l'autre, je devins une sorte de vase précieux, mais un vase qui ne pouvait choisir ni où se poser ni quelle fleur porter. Doña Candida prit ma grossesse en main comme si le bébé était le sien, pas le mien. Je ne pouvais pas manger ceci ou cela, car cela lui ferait du mal. Je ne pouvais pas soulever de poids, car je perdrais l'enfant. Je ne pouvais pas sortir dehors, car j'attraperais froid. Je ne pouvais pas dormir sur le ventre, car cela ferait mal au bébé. Je ne pouvais pas boire de café, car l'enfant naîtrait nerveux. C'était une liste interminable d'interdits qui me donnait le vertige. J'avais grandi en regardant ma mère et mes tantes enceintes travailler au champ jusqu'au jour de leur accouchement, sans toutes ces bêtises. Mais chez Doña Candida, la grossesse était presque une maladie qui nécessitait un guérisseur 24 heures sur 24. Le pire, c'était les tisanes. Chaque jour, elle en apportait une différente, empestant des herbes que je n'avais jamais vues de ma vie. Elle me disait de tout boire, que c'était pour former les os du bébé, éviter les vergetures et pour un accouchement rapide. Je buvais tout par peur de froisser quelqu'un et aussi parce qu'au fond, je voulais croire qu'elle ne voulait que le meilleur pour son petit-fils. Mais certaines de ces tisanes me donnaient tellement la nausée que je courais dans le jardin et vomissais, caché derrière le goyavier. À 3 mois, mon ventre commençait déjà à se dessiner, un petit monticule rond que je caressais. Le bébé était mon secret, mon trésor, la seule chose qui m'appartenait vraiment dans cette maison. Le soir, quand tout le monde dormait, je lui parlais en pensée, je lui racontais des histoires et je lui promettais des jours meilleurs. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à surprendre les conversations de Doña Candida et de ses amis. Elle parlait de moi comme si je n'étais pas là ou comme si je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Elle disait que si Dieu le voulait, ce serait un garçon, un homme qui suivrait les traces de Clemente, que j'étais très jeune, que je saurais bien élever des enfants, que je souhaitais qu'il ressemble à son père,
que dans sa famille, les hommes étaient forts, qu'on ne tombait pas facilement malade. Chaque mot était comme une aiguille dans mon cœur. J'aurais voulu crier que cet enfant était le mien, que je l'aimais déjà, qu'il soit garçon ou fille, que je serais une bonne mère même si j'étais jeune, mais j'ai ravalé ces mots, avec leur breuvage amer, et j'ai prié pour avoir la force de supporter cette épreuve. Dans mes moments les plus désespérés, j'ai écrit à ma mère. Cette fois, je lui ai envoyé quelques lettres. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce que je traversais. Ma mère a répondu comme elle seule savait le faire, avec peu de mots, mais avec une grande sagesse. Elle m'a dit que lorsque je me sentirais seule, je devais me rappeler que le bébé était toujours avec moi, qu'il était un compagnon que personne ne pouvait me prendre. Quant au conseil de ma belle-mère, tout était fait avec respect. Être reconnaissante et ensuite faire ce que mon cœur maternel me commandait. Dieu donne de l'instinct aux mères, pas aux belles-mères. Quand j'ai eu 5 mois, un événement s'est produit qui a bouleversé la dynamique de la maison. Don Antonio, le coiffeur, qui était aussi une sorte de guérisseur local, est tombé malade pendant une coupe de cheveux. On a dit que c'était un accident vasculaire cérébral dû à ces maladies qui laissent une personne tordue d'un côté. Comme nous n'avions pas de médecin dans la petite ville et que l'hôpital le plus proche était à des heures de route, la nouvelle s'est vite répandue. Ils avaient besoin d'aide pour prendre soin du vieux coiffeur. Doña Candida, forte de son expérience en infusion et en prière, fut appelée à la rescousse. Soudain, elle se mit à sortir tous les jours après le déjeuner et ne rentra qu'à l'heure du dîner. Ces heures sans elle à la maison furent comme des vacances pour moi. Je pouvais respirer, être moi-même et vivre ma grossesse à ma façon. C'est durant ces moments de liberté que je me suis rapprochée de Carmina. Sans sa mère, elle était presque une autre personne, moins amère, plus ouverte à la conversation. Un jour, alors que je pliais des draps sur l'étendoir, elle vint m'aider, chose inédite. Elle me demanda si j'avais réfléchi à un prénom et pour la première fois, elle parut sincèrement intéressée. Je lui dis que si c'était une fille, je voulais Katharina, que je trouvais belle, et si c'était un garçon, peut-être Olavo, comme le grand-père de Clemente. Elle reconnut qu'Olavo était beau, mais elle me dit que sa mère voudrait Clemente Junior. Elle en avait discuté avec son amie à l'époque. Je me suis dit que c'était tout ce qui manquait, qu'elle choisisse même le prénom. Nous sommes restés silencieuses un moment, chacune perdue dans ses pensées. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Ça devait être agréable d'avoir un bébé qui grandit en soi comme si on n'était jamais seul. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La solitude. Carmina avait presque 1 an de plus que moi, mais sans prétendant en vue, sans amis proches, à perte de vue, rien de plus que cette maison et l'ombre imposante de la mer. À cet instant, j'ai ressenti une pointe d'angoisse. Compassion pour elle. Je lui ai proposé de toucher le bébé en posant sa main sur mon ventre, lui disant qu'il bougeait encore parfois très doucement. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle a senti un léger mouvement sous la peau tendue. C'était la première fois que je la voyais vraiment sourire pour moi. Je lui ai dit qu'elle était jolie. Ma belle-sœur a vu ses dents aussi grandes que celles de son frère. Elle m'a demandé si le bébé savait qu'elle était sa tante, et moi, mentant parce que ce moment de connexion était trop précieux pour être brisé par la vérité, je lui ai assuré que bien sûr qu'elle le savait. Dès lors, lorsque Doña Candida n'était pas là, Carmina venait me parler, me demander des nouvelles du bébé, et même m'aider dans les tâches plus lourdes que je commençais à avoir du mal à accomplir seule. C'était un soulagement inattendu d'avoir une alliée dans cette maison. Bien que cette alliance fût fragile et n'existait que pendant les moments d'absence de la matriarche, c'est début janvier que les douleurs ont commencé, des douleurs lancinantes qui allaient et venaient. Je balayais le jardin quand j'ai senti une forte poigne qui m'a fait lâcher le balai. Carmina a été la première à me remarquer pliée en deux, la main sur le ventre. Elle m'a demandé si c'était le garçon, mais je n'ai même pas eu le temps de répondre correctement. Bientôt, la maison était en émoi. Tout le monde était rentré ce samedi après-midi. Doña Candida a pris les choses en main comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Elle a ordonné à Carmina de faire chauffer l'eau, à Geraldo d'appeler le camarade jurassique à l'aide, et elle a simplement dit au pauvre Clemente de rester au salon et de prier. Le pauvre, blanc comme la cire, n'a même pas protesté. Ils m'ont emmené dans notre chambre, et c'est là que la bagarre a commencé. J'ai passé toute la journée dans ce lit, à ressentir des douleurs intermittentes. La camarade jurassique est arrivée. C'était une sage-femme, une femme plus âgée que Doña Candida, aux mains calleuses à force d'avoir donné naissance à tant d'enfants. Elle m'a dit que comme c'était mon premier, ça prenait un temps normal. C'était la première fois que je voyais ma belle-mère transpirer. Elle a enlevé son chignon serré, noué un foulard autour de sa tête et retroussé ses manches. À cette heure-là,
Elle n'était plus la propriétaire de la maison qui veillait sur moi. Elle était une femme qui aidait une autre femme. J'ai senti mon cœur se serrer lorsque 6 personnes de la menuiserie ont été licenciées. Et j'étais l'une d'elles. Le contremaître ne m'a même pas regardé dans les yeux lorsqu'il m'a annoncé qu'il n'y avait pas assez de commandes pour nourrir toute l'équipe. J'avais l'estomac lourd sans travail. Comment cela serait-il possible? Comment pourrions-nous un jour quitter cette maison? Le cœur lourd, je me suis juré de chercher du travail immédiatement. J'ai essayé de me remonter le moral, pensant que je trouverais bientôt quelque chose, puisque j'étais bonne dans mon métier, mais je savais que ce serait difficile. Un homme sans travail à cette époque était comme une plante sans eau, qui se fanait de honte jour après jour. Grâce à l'indemnité de départ, j'ai reçu une belle somme d'argent que j'ai mise à la banque, loin du regard de ma mère. Nous avons continué à économiser, espérant acheter notre propre maison un jour. J'ai commencé à chercher du travail, envisageant même de déménager en ville, où les opportunités seraient plus nombreuses. Ma mère nous a proposé de rester chez elle aussi longtemps que nécessaire. Il y a toujours de la place chez une mère, disait-elle. À ce moment-là, j'ai ressenti une lueur d'espoir qu'elle ignorait. Nous avions un peu d'argent de côté et rêvions d'être propriétaires. Pendant ce temps, ma sœur Carmina a commencé à fréquenter un garçon de la ville voisine, le fils du pharmacien. Soudain, ma mère avait autre chose à faire. Grâce à son attention portée sur ma sœur, j'ai pu souffler un peu. J'ai commencé à créer mon propre rythme avec mon fils, Olavo, qui, à 6 mois, s'asseyait seul et riait aux éclats à l'arrivée de son père. Un dimanche, alors que j'étendais du linge dans le jardin avec Olavo jouant dans un panier, Carmina est venue m'aider. Elle avait changé d'apparence, ressemblait plus à une femme qu'à une enfant. Elle m'a confié que son petit ami allait bientôt la demander en mariage et qu'elle était contente que la pharmacie soit loin, pour ne pas avoir à vivre chez sa belle-mère. Le même jour, mon mari est arrivé, le pas plus assuré. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis longtemps. Il avait trouvé un emploi dans la menuiserie de Monsieur Joaquin, dans la ville voisine, qui était mieux payé que le précédent et offrait un meilleur avenir. Il prendrait le bus avec le lait au chaque matin et reviendrait en fin de journée. Ce serait fatigant, mais ça en vaudrait la peine. Si tout se passait bien, dans quelques mois, nous pourrions louer une petite maison près de son travail. Je sentais une lueur d'espoir en moi, même si je ne voulais pas trop l'alimenter. Tant de fois, nous avions rêvé de notre petite maison, pour finalement voir ce rêve s'évanouir comme de la fumée. Mais le nouveau travail de mon mari était bien réel. Il s'est vite installé, a gagné la confiance de don Joaquin et a commencé à rapporter de l'argent à la maison. Ma mère, occupée par les préparatifs du mariage de Carmina, n'a même pas remarqué que nous avions commencé à cacher quelques billets sous le matelas. Ainsi, près de 10 mois après la naissance d'Olavo, mon mari est rentré à la maison avec une nouvelle qui a changé nos vies. Nous allions louer la petite maison jaune près de la place. J'étais partagée entre la joie et la peur. C'était ce que je désirais le plus, mais soudain, je me suis sentie en insécurité. Et si ça ne marchait pas? Et si mon mari perdait encore son emploi? Comment allions-nous subvenir à nos besoins? Payer le loyer? Acheter de la nourriture? Mais quand j'ai vu son visage empli de fierté et d'espoir, je n'ai pas eu le courage de gâcher ce moment. L'annoncer à ma mère a été plus difficile que je ne l'imaginais. Elle m'a écouté en silence, sans expression, comme si elle s'y attendait. Louer une maison, c'est gaspiller de l'argent. C'est la première chose qu'elle m'a dite. Mon mari m'a expliqué que c'était près du travail et que, pour la première fois, nous économiserions sur les transports. Je l'ai vu parler fermement à sa mère, l'assurant qu'il pourrait subvenir aux besoins de sa famille. Le déménagement a eu lieu un dimanche. Nous n'avions pas grand-chose, juste quelques vêtements, de la vaisselle que ma mère nous avait donnée à contre-cœur, le petit lit de Olavo que mon mari avait fait, et notre lit double, un cadeau de mariage de mes parents. La maison était petite, juste une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain et une petite terrasse, mais elle était parfaite pour moi. Pour la première fois, je pouvais décider où ranger chaque chose, à quelle heure faire chaque tâche et comment élever mon fils. Je pouvais soupirer de joie quand mon mari me serrait dans ses bras, chanter dans la cuisine sans que personne ne me critique. C'était comme si j'avais vécu des années dans une robe moulante et que, soudain, je pouvais respirer profondément. Le premier jour, nous étions tellement fatigués du déménagement que nous nous sommes effondrés. Mais le lendemain, après qu'Olavo se soit endormi, j'ai commencé à déambuler dans la maison en chemise de nuit, me sentant comme chez moi. Mon mari aussi a changé lorsqu'il était loin de sa mère. Il est devenu plus déterminé, plus viril. Il travaillait dur et rentrait fatigué, mais toujours avec le sourire quand il nous voyait l'attendre à la porte. Mais la peur ne me quittait pas.
Et si ce travail prenait fin aussi? Et si nous devions retourner chez ma mère la queue entre les jambes? Cette idée me donnait la chair de poule. Un après-midi, alors que je raccommodais la chemise de mon mari, une idée m'est venue. J'avais toujours adoré coudre. Ma mère me l'avait apprise depuis mon enfance. Ce soir-là, après qu'Olavo se soit endormi, j'ai proposé à mon mari de m'acheter une machine à coudre pour m'aider à payer les frais. À ma grande surprise, il a souri et m'a pris la main, me promettant de voir combien coûterait une machine d'occasion. Le mois suivant, j'avais ma machine. Ce n'était pas une Singer, mais elle fonctionnait bien. J'ai accroché une petite pancarte devant la maison, couture et retouche. Au début, peu de monde se présentait, mais bientôt, des femmes du quartier ont commencé à apporter des robes à ajuster, des pantalons à ourler, des rideaux à coudre. Soudain, je n'étais plus seulement l'épouse ou la mère de quelqu'un. J'étais Vera, la couturière. J'avais mon propre argent, que je gardais dans un bocal en verre dans le placard. Ce n'était pas grand-chose, mais cela me procurait une sécurité que je n'avais jamais ressentie auparavant. La vie a commencé à prendre une autre tournure. Je rendais plus souvent visite à ma famille, et ils venaient plus souvent à la maison. Olavo avait presque 2 ans quand j'ai découvert que j'attendais un autre enfant. Cette fois, sans les tisanes de ma mère, sans les critiques, sans la peur constante de faire quelque chose de mal. Ce sera une fille. Je demandais à mon mari de compléter notre famille. Et ce fut le cas. Eulalia est née par un chaud après-midi de mars 1943, avec l'aide d'une sage-femme du village. Cette fois, je savais à quoi m'attendre. J'avais moins peur. Mon mari est resté à mes côtés tout le temps, me tenant la main. Pendant la grossesse, j'ai rendu visite à ma mère 2 ou 3 fois, et d'autres fois, mon mari partait seul avec Olavo. Elle ne venait jamais à la maison, mais quand Eulalia est née, elle est venue nous voir une semaine après la naissance. Je pensais retrouver la même femme autoritaire que d'habitude, mais le temps l'avait changée aussi. Peut-être était-ce la solitude après le mariage et le départ de Carmina. Peut-être qu'elle vieillissait, je l'ignore. Elle entra chez moi comme pour demander la permission et demanda si elle pouvait voir sa petite fille. Alors qu'Olavo courait à la rencontre de sa grand-mère, elle tenait Eulalia dans ses bras et l'observait attentivement. Ma mère regarda le bébé avec le même regard qu'à sa première rencontre avec Olavo. Ses yeux s'embuèrent et elle dit qu'elle me ressemblait d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Au cours des mois suivants, à ma grande surprise, ma mère commença à apparaître plus fréquemment. Parfois, elle apportait un gâteau, d'autres fois, elle venait simplement s'asseoir et regarder les enfants jouer. J'étais plus patiente avec ma belle-mère, mais bien sûr, je savais que c'était parce que nous ne vivions plus ensemble. Quand Eulalia eut 3 ans, en 1946, mon mari rentra à la maison avec une autre lueur dans les yeux. Il me demanda si je me souvenais de ce terrain près du terrain de football, celui que Don Roré vendait. Il était passé en voiture ce jour-là, et le prix avait baissé. Avec nos économies, plus la prime qu'il avait reçue de la menuiserie, je pensais que nous pourrions l'acheter. Pas encore la maison, mais le terrain. Ensuite, nous construirions petit à petit. Mon cœur battait la chamade. Un terrain à nous, le début de notre propre foyer. Enfin, es-tu sûr? Ne manquerons-nous pas d'argent pour le reste du mois? Demandai-je. Il m'assura qu'il avait déjà tout calculé. Si je continuais à coudre et qu'il faisait quelques heures supplémentaires, nous pourrions y arriver. Cette nuit-là, nous avons à peine dormi, à faire des plans. Pendant le week-end, nous sommes allés voir le terrain. Il était assez grand et plat. Nous avons signé les papiers avec un sourire jusqu'aux oreilles. Nous avons mis de côté chaque centime au cours des mois suivants. Nous avons fait des économies sur tout. J'ai même coupé les cheveux des enfants à la maison. Construire la maison, c'était une autre histoire. Nous avons commencé par l'essentiel. Une grande pièce qui servirait de salon et de chambre, plus une salle de bain et une petite cuisine. Mon mari travaillait sur le chantier le week-end avec des amis menuisiers qui venaient nous aider en échange d'un repas et de la promesse d'un coup de main en cas de besoin. Dès que je le pouvais, je m'arrêtais pour regarder les murs s'élever brique par brique. Parfois, quand personne ne regardait, je passais la main sur la surface rugueuse, incapable de croire que ce serait notre maison. Après presque 2 ans à vivre au bord du gouffre et à rogner sur chaque centime, nous avons emménagé en 1948. La maison n'était pas encore terminée. Certains murs avaient encore besoin d'être plâtrés. Les chambres des enfants seraient construites plus tard. Le jardin n'était que de la terre battue, mais il était à nous, sans propriétaire pour réclamer un loyer. Ce premier soir, nous étions tous assis par terre dans le salon vide, à manger un gâteau que j'avais préparé pour fêter ça. Olavo, 5 ans,
courait partout en disant « C'est grand, maman, c'est tellement grand ». Nous avons ri parce que ce n'était pas grand-chose, mais à ses yeux d'enfant, ça ressemblait à un palais, et d'une certaine manière, c'en était un. Mon projet de couture a commencé à grandir avec la maison. J'ai gagné la confiance des nouveaux voisins jusqu'au jour où Doña Lucinda, la femme du médecin du village, a frappé à ma porte. Elle avait entendu dire que j'étais une bonne couturière. Sa fille se mariait le mois suivant. La robe viendrait de la capitale, mais les 4 demoiselles d'honneur avaient besoin de robes. Elle m'a demandé si je pouvais prendre la relève. J'ai dégluti. Les robes de demoiselles d'honneur étaient une catégorie à part. Il ne s'agissait pas seulement de jupes et de chemisiers. Même le tissu serait sophistiqué. De plus, ma machine était peu performante. Mais je me souvenais comment ma mère m'avait appris à observer un patron, à le reproduire, à comprendre le drapé du tissu. C'est même elle qui a confectionné ma robe de mariée. J'ai répondu oui, feignant une confiance que je n'avais pas, comme si j'avais confectionné plusieurs robes comme celle qu'elle voulait. À la première occasion, j'ai couru chez ma mère, lui ai montré les mesures et lui ai demandé de l'aide. Elle a confectionné une des robes, et j'ai confectionné les 3 autres, identiques. Ma mère était fière de moi, et moi aussi, mais ce n'était pas facile. J'ai arrêté de prendre d'autres commandes. Je passais des nuits blanches à couper, coudre à la main et broder. Lorsque je livrais les robes, Doña Lucinda était si contente qu'elle me payait un supplément, et surtout, me montrait à ses amis. Bientôt, d'autres commandes ont commencé à arriver. Une robe pour les 15 ans de la fille du pharmacien, des vêtements pour la femme du maire, jusqu'à la commande qui a tout changé, la robe de mariée pour la fille du banquier. À cette époque, mon mari m'a acheté une nouvelle machine, une de celles avec un moteur qui permettait d'accélérer le travail. Nous avons aménagé une pièce de la maison, qui serait celle d'Eulalia, pour en faire mon atelier. La fille dormait avec nous pour le moment, mais personne ne s'est plaint. L'argent du projet de couture a permis de construire les pièces restantes. C'est alors que tout semblait aller pour le mieux que le monde a commencé à s'écrouler. Mon beau-père, déjà plutôt calme, a commencé à ressentir des engourdissements dans les jambes. Ma mère, inquiète, l'a emmené chez le médecin. Le diagnostic était un diabète avancé. Il faut arrêter les bonbons, don Geraldo, a dit le médecin, et prendre bien soin de ses pieds. Mais mon beau-père, têtu comme toujours, n'y a pas prêté grande attention. À l'abri des regards, il mangea le bonbon qu'il avait caché. Ma mère et mon mari se disputèrent, mais en vain. Un dimanche après-midi, alors que nous déjeunions tous ensemble chez lui, mon beau-père laissa tomber le verre. Sa main refusa d'obéir. Le lendemain, il était à l'hôpital suite à un AVC. Ce furent des mois difficiles. Je me relayais pour m'occuper de lui avec ma mère et mon mari. Les enfants restèrent chez ma mère lorsqu'il dut passer la nuit à l'hôpital. Les points de suture tombèrent, les délais se raffermirent. Il rentra chez lui, mais il n'était plus le même. Une jambe ne fonctionnait plus correctement. Un bras avait perdu de sa force. Et pire encore, lui, qui avait toujours été joyeux, sombra dans une tristesse déchirante. « Je ne te donne pas de travail », dit-il de cette voix à moitié ivre qui le hantait encore après l'AVC. « Quel travail, papa ?» répondait mon mari pour tenter de lui remonter le moral, mais je voyais dans les yeux de mon beau-père une humiliation qu'aucun homme ne mérite. Lui, qui avait toujours été le pilier de la maison, avait maintenant besoin d'aide, même pour aller aux toilettes. Et la gangrène s'est installée. Tout a commencé par une blessure au pied qui ne cicatrisait pas. Ma mère a fait des compresses et appliqué des remèdes à base de plantes qu'elle avait préparés, mais rien n'y a fait. Quand nous l'avons ramené chez le médecin, il a secoué la tête avec cette expression qui annonce souvent de mauvaises nouvelles. « Nous allons devoir vous amputer la jambe gauche, don Geraldo, si l'infection ne se propage pas. » Mon beau-père pleurait comme un enfant dans ce bureau. C'était la seule fois où j'avais vu cet homme fort verser des larmes impudiques. Après l'amputation, il n'était plus le même. Mon Dieu, comme cet homme a souffert. Il était assis sur la chaise du porche, regardant la rue. Il maigrissait de jour en jour. Son gros ventre rétrécissait, devenant plus distant. Un matin d'hiver de 1949, ma mère est allée le réveiller et l'a trouvé froid. Il était parti pendant la nuit, discrètement, sans déranger personne, comme il avait toujours vécu. Après l'amputation, il n'a vécu que 4 mois. Ma mère était perdue après la mort de son mari. La grande maison qui avait autrefois semblé petite après tant de vie résonnait maintenant de silence. Mon mari et Carmina allaient voir leur mère tous les jours, inquiets. Vera ne mange pas. Elle regarde dans le vide. J'ai peur.
Un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait la demande. Doña Candida, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre chez nous? Tu pourrais louer ta maison, gagner un peu d'argent de poche et ne pas être seule. Je m'attendais à de la résistance, de la fierté, mais elle a simplement levé les yeux, qui semblaient avoir perdu leur éclat, et m'a dit qu'elle ne voulait pas me donner de travail. C'était la première fois que ma fille m'appelait sans ce ton formel. Je lui ai assuré que ce ne serait pas du travail et Collabo et Eulalia adoreraient avoir leur grand-mère à ses côtés. Nous avons fini par faire ce que je n'aurais jamais imaginé, ouvrir les portes de notre maison à ma belle-mère. Ironie du sort. Notre maison, que nous avions construite brique par brique, n'était encore rien comparé à sa grande maison. J'ai dû sacrifier mon petit coin couture, celui que mon mari avait fait avec tant d'amour, avec la petite table sous la fenêtre qui captait la lumière du matin. La pauvre Eulalia s'est retrouvée à nouveau sans chambre. Je lui ai promis que son père lui en ferait une nouvelle dès que l'argent le permettrait. La grande maison de ma belle-mère, avec son haut plafond et son plancher grinçant, était louée au nouveau directeur de banque, un jeune homme de la capitale très prétentieux. Il ne nous est jamais venu à l'idée d'y retourner, même si elle était plus grande et plus belle. Deux raisons pesaient lourd. La première, vous le savez bien, ces murs retenaient chaque larme que j'avalais en silence. La seconde était que chaque recoin me rappelait mon beau-père, et c'était un véritable fardeau. Au début, j'ai pensé que ce serait difficile, que nous reviendrions aux anciens désaccords, mais ma belle-mère était différente, plus douce, plus calme, et elle avait une patience infinie avec ses petits-enfants qu'elle n'avait jamais montrée avec son propre fils. « Grand-mère, raconte-moi ça », demandait Eulalia tous les soirs. Et puis, il y avait ma belle-mère qui racontait des histoires de son enfance, des histoires que je ne lui avais jamais entendu raconter. Un soir, après que les enfants se soient endormis, elle est restée avec moi pendant que je cousais une robe. Elle regardait mes mains travailler en silence. « Je n'ai jamais appris à bien coudre, dit-elle soudain. Ma mère a essayé de m'apprendre, mais je n'étais pas patiente. Et puis, quand je me suis mariée, ma belle-mère pensait que je ne savais rien faire correctement, alors j'ai abandonné. Cela m'a surprise. Je n'aurais jamais imaginé ma belle-mère avouer ne rien savoir faire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, répondis-je en lui offrant un bout de tissu et une aiguille. Elle sourit mais déclina. Ces vieux briscards sont irréparables. Elle marqua une longue pause avant de poursuivre. Vous savez, je voulais juste que mon fils ait une belle vie. J'ai peut-être exagéré dans mes soins. Après la mort de Géraldino, j'avais peur de perdre mon fils aussi. Géraldino, demandai-je, perplexe. Elle prit une grande inspiration, comme quelqu'un sur le point de révéler un secret de longue date. Le frère de mon fils. Ils étaient jumeaux identiques. À 4 ans, ils ont contracté une grave rougeole. Géraldino n'a pas survécu, mais mon fils a miraculeusement survécu. Ils ont été hospitalisés côte à côte. Le médecin a dit que ce n'était que pour une courte période, peut-être quelques heures. L'un est parti, l'autre est resté. Mon mari s'appelait Géraldo, comme son père. Et, conformément à la tradition familiale, nous avons donné à l'un des garçons le prénom de son grand-père et de son père. Je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais pu bien m'occuper de mon fils. J'ai toujours eu peur de le perdre aussi. Mesdic, j'étais sans voix. Mon mari n'avait jamais parlé d'un frère jumeau. Il ne se souvient pas de lui, a-t-elle dit, comme s'il lisait dans mes pensées. Il était très jeune, et nous n'en avons jamais parlé. C'était trop douloureux. J'ai toujours essayé de tout contrôler après ce qui s'est passé. J'avais tellement peur de perdre le fils qui restait que j'ai fini par l'étouffer. Ce soir-là, j'ai compris ma belle-mère comme jamais auparavant, et j'ai même été émue, car je n'aurais jamais imaginé qu'elle partagerait avec moi le secret qu'elle gardait uniquement avec son mari. Ce n'était pas seulement une belle-mère difficile, c'était une mère marquée par la douleur de la perte d'un fils, qui tentait de protéger son autre fils de la seule manière qu'elle connaissait. Et je comprenais aussi pourquoi elle insistait tant pour Collabo porte le nom de son père à la naissance. Je voulais perpétuer cette tradition familiale, brisée par la mort de Géraldino. Ce soir-là, j'ai parlé à mon mari du frère dont je ne me souvenais pas. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a demandé, la voix brisée. C'est pour ça que je rêve parfois que je me parle à moi-même. Le lendemain matin, je suis allée dans la chambre de ma belle-mère pour lui apporter du café. C'était la première fois qu'elle le faisait de son plein gré, et non par obligation. « As-tu bien dormi ?» ai-je demandé en posant la tasse sur la table. Elle m'a regardée avec surprise, comme si elle ne comprenait pas mon geste. « Oui, merci, tu vois. » Nous sommes tombés dans un étrange silence,
de ceux qui portent en eux beaucoup de non-dits. Alors, prends courage. Tu as des photos de lui, de Geraldino? Ses yeux se sont embués de larmes. J'ai cru dire quelque chose d'inapproprié, qu'elle allait se fermer comme un éclat, mais à ma grande surprise, elle s'est levée et s'est dirigée vers la valise qu'elle avait apportée, celle-là même qui était à moitié cachée sous le lit. Je n'en ai que 2, a-t-elle dit en fouillant le fond de sa valise. Elle en a sorti une boîte. Il n'y avait presque pas de photos à l'époque. Celle-ci avait été prise quand ils étaient bébés, 1 mois avant lui. Avant cela, elle m'a tendu un petit portrait un peu jaunâtre. 2 garçons identiques en tenue de marin, regardant sérieusement l'objectif. Sans la tache de naissance que mon mari avait sur le cou, impossible de les distinguer. Ils se ressemblaient tellement que parfois, même moi, je m'y perdais, dit-elle avec un sourire triste. Geraldino était plus espiègle, plus joyeux. Mon fils était toujours plus calme, plus dans son coin. Geraldino avait le tempérament joyeux de son père et de son grand-père. Je lui ai rendu la photo en pleurant. Comment ne pas pleurer en voyant le soin avec lequel elle la conservait? Comme si c'était le trésor le plus précieux. Il était si joyeux, dit ma belle-mère en touchant la photo du bout des doigts. Elle se réveilla en chantant. Je restai silencieuse, la laissant suivre son propre rythme. Elle sortit une petite chemise blanche de la boîte. Brodée à la main. Elle avait aussi une mèche de cheveux attachée avec un ruban bleu. C'était la dernière tenue qu'elle portait avant de tomber malade, dit-elle. Et je comprenais combien il lui était difficile d'en parler. Je la rangeai sans la laver, mais elle n'a plus son parfum. Elle pressa le tissu contre son visage et pleura. Non pas le cri réprimé de quelqu'un qui a honte de pleurer, mais le cri ouvert d'une douleur vive qui trouve enfin un exutoire après des décennies de réprimande. J'ai serré ma belle-mère dans mes bras pour la première fois de ma vie. J'ai senti ses os fragiles sous mes bras, la douleur secouant ce corps qui m'avait toujours semblé si fort et indestructible, et j'ai réalisé qu'elle était une femme comme moi, portant une douleur que, Dieu merci, je ne pouvais qu'imaginer. Ce soir-là, nous avons appelé mon mari pour qu'il examine le carton. Il regardait chaque objet avec une expression étrange, comme s'il voyait quelque chose de familier et pourtant totalement nouveau. Il s'appelait Geraldo? A-t-il demandé en brandissant la photo des 2 bébés. Geraldo, comme ton grand-père et ton père, a répondu ma belle-mère. Mais nous l'appelions Geraldino pour le différencier. Et tu serais un nouveau prénom dans la famille. Elle a souri à travers ses larmes. Oui, tu as répondu quand je t'ai appelé par ton vrai nom, même si tu étais si petite. J'ai vu mon mari prendre une grande inspiration, fixant ce garçon, identique à lui sur la photo. Je me souviens, a-t-il dit soudain. Je ne me souviens pas exactement de lui, mais je me souviens ne pas avoir été seule. J'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose après coup, comme si un morceau de moi avait été arraché. Ma belle-mère s'est remise à pleurer. Pardonne-moi, mon fils, a-t-elle dit entre 2 sanglots. On pensait qu'il valait mieux ne pas parler, que tu oublierais. Le médecin a dit que c'était mieux ainsi, mais je pense qu'on a fait qu'empirer les choses. Mon mari a serré sa mère fort dans ses bras, comme je ne l'avais jamais vu faire. Ils sont restés ainsi ensemble, pleurant cette perte qui n'avait jamais été vraiment pleurée. Les jours suivants, j'ai remarqué un changement chez ma belle-mère. C'était comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle souriait davantage, parlait davantage. Un matin, je suis entrée dans la cuisine et je l'ai trouvée en train d'apprendre à Eulalia à faire des biscuits. Avec une patience dont je n'avais jamais fait preuve auparavant, je me suis tenue sur le seuil, observant la scène que je n'aurais jamais imaginé voir. Mon mari a également changé. Il a commencé à me poser davantage de questions sur son enfance, sur son frère. C'était comme s'il retrouvait non seulement la mémoire de Geraldino, mais aussi une relation qu'il n'avait jamais eu l'occasion de développer. Un soir, déjà au lit, mon mari m'a dit « Tu sais ce qui est étrange, Vera ?» J'ai arrêté de rêver du garçon. « Vraiment ?» ai-je demandé. Je crois que maintenant que je sais qui il est, que je me souviens de lui éveiller, je n'ai plus besoin de le voir endormi. Cela avait une signification profonde que je ne parviens pas à expliquer. Au fil du temps, la photo des jumeaux a trouvé sa place dans notre salon, aux côtés des autres photos de famille. Geraldino est devenu une partie de notre histoire. Ce n'était plus un secret douloureux, mais un souvenir qui, bien que triste, pouvait être célébré ouvertement. J'ai compris comment la douleur si longtemps cachée avait façonné cette famille. Comment la peur de le perdre avait poussé ma belle-mère à s'accrocher si forte à son fils survivant, au point de presque l'étouffer. Et surtout,
j'ai appris que derrière les personnes difficiles se cachent souvent des souffrances inimaginables. Ma belle-mère n'était pas seulement une femme autoritaire. C'était une mère qui avait perdu la moitié de son cœur et qui faisait tout son possible pour protéger la moitié qui lui restait. Je comprends maintenant pourquoi elle a voulu que mon fils porte le nom de mon mari à sa naissance. Ce n'était pas seulement par obstination, mais pour perpétuer une tradition brisée par la mort de Geraldino. Aujourd'hui, à 84 ans, je vois comment la vie prend un tournant. Cette jeune fille de 17 ans qui rêvait de se marier n'aurait jamais pu imaginer tout ce qui l'attendrait au fil des ans. Notre famille s'est agrandie plus que nous ne l'imaginions. Après Olavo et Eulalia, Dieu nous a bénis avec une autre fille, notre petite Katharina. Lorsque j'ai découvert que j'étais enceinte pour la 3e fois en 1950, mon mari et moi avons convenu que si c'était un garçon, nous l'appellerions Geraldo en mémoire de son petit frère et de celui de mon beau-père. Mais Dieu en a voulu autrement, et une autre fille est venue égayer notre foyer. J'ai choisi le prénom de Katharina car il y avait une très jolie fille à mon école, et ce prénom lui allait très bien. Olvo a épousé Luisa, et ils ont eu 3 enfants. Eulalia a mis plus de temps à se marier. Elle était toujours plus indépendante. Lorsqu'elle s'est finalement mariée à 26 ans, elle et Polo nous ont donné 2 autres petits-enfants. Et ma Katharina a été celle qui m'a le plus surprise. Elle a eu 4 enfants, les derniers étant des jumelles, Elena et Cecilia. À la naissance des filles, ma belle-mère a pleuré à chaudes larmes en voyant les 2 bébés identiques. « Regarde, tu vois, Dieu t'a donné des jumelles aussi », a-t-elle dit en les tenant dans ses bras tremblants. Ce fut un moment de guérison pour elle, j'en suis sûre. Donia Candida a vécu avec nous pendant près de 30 ans après avoir surmonté le deuil de son mari. Lorsqu'elle a ouvert son cœur à Geraldino, elle a été complètement transformée. Ses petits-enfants l'adoraient. Elle a appris à connaître ses arrière-petits-enfants et a fait preuve d'une patience dont elle n'avait jamais fait preuve avec ses propres enfants. Lorsqu'il est décédé à 86 ans, Clemente et moi avons vu nos enfants grandir. Je me suis installée, et notre maison s'est à nouveau remplie de voix d'enfants. Mon atelier de couture est devenu une véritable entreprise. J'ai fini par avoir 3 assistantes et j'ai confectionné tellement de robes de mariée que j'en ai perdu le compte. Clemente a prospéré dans la menuiserie, fabriquant des meubles qui sont devenus une marque de fabrique dans la région. Lorsque les arrière-petits-enfants ont commencé à arriver, j'ai éprouvé une joie que seule une arrière-grand-mère pourrait comprendre. Aujourd'hui, ils sont 9. Lorsqu'ils se réunissent tous à Noël ou pour les anniversaires, notre maison aussi. Celle que nous avons construite brique par brique devient trop petite, mais nos cœurs s'élargissent. Mon conjoint est toujours là, bien que grincheux. Et c'est ainsi que je termine cette histoire. Non pas par un point, mais par une ellipse. Car tant qu'il y aura l'un de nous pour raconter l'histoire de ceux qui nous ont précédés, personne ne partira jamais vraiment. J'espère que lorsque mon heure viendra, Dieu m'accueillera à bras ouverts, car je ne vis que pour lui plaire. Ma fille, n'oublie pas de jeter un œil au petit livre de test de grand-mère pour divers mots, préparé avec tant d'amour par l'équipe de la chaîne. Ce sont de merveilleuses recettes pour toi et toute ta famille. Tisane contre les maux d'estomac, la grippe, pour calmer les nerfs, pour mieux dormir. Tout est naturel, comme le faisaient nos ancêtres. L'équipe a travaillé dur pour compiler toutes ces recettes, créer des illustrations des plantes et expliquer en détail les bienfaits et les instructions de préparation, comme si grand-mère elle-même te lisait. En achetant, en plus d'accéder à ces précieuses connaissances, vous montrez également votre soutien à la chaîne. Pour en savoir plus, cliquez simplement sur le premier lien épinglé dans le premier commentaire. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. M.